Ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas ses nouvelles. Quand il a appelé, il disait qu'il venait de se réveiller dans la navette pour aller jusqu'au Niger. Il dit qu'il a dormi dans la navette et qu'il était fatigué. Il ne savait pas que le trajet était long, donc il voulait rebrousser le chemin. C'était ma dernière fois de l'entendre. Je rêve qu'un jour il apparaît et qu'il débarque ici. Et on m'appelle et me dit qu'on a vu ton petit frère, il est arrivé. Je ne sais pas là où il est précisément. Je ne sais pas s'il n'est plus dans ce monde. Ou peut-être qu'il refuse de se faire voir. J'ai pleuré parce que je ne sais pas s'il a encore envie aussi. Combien sont-ils partis ainsi sans plus jamais donner de nouvelles? Embarqués un jour dans un bus pour un voyage sans retour. Très souvent, trop souvent, un aller simple pour la mort. Combien de familles abandonnées à leur chagrin? Combien de parents plongés dans un drame silencieux? Un deuil impossible, comme celui de Déborah, à la recherche de son petit frère parti clandestinement pour l'Italie. Depuis le mois de février, on n'a aucune nouvelle de lui. Depuis plus d'1 an, aucune piste, aucun indice, aucun témoin. Je demande, je me renseigne, je présente la photo. Quelqu'un peut-être pouvait le voir le jour. Je te rappelle. Ça dure longtemps, on n'a pratiquement pas ces nouvelles, donc c'est inquiétant. Une nouvelle embarcation de migrants découverte par les secours. Entre 110 et 239 migrants seraient morts noyés au large de moins de 10 000 migrants qui ont perdu la vie en mer Ce sont les corps de 24 migrants morts en mer. Il faut partir de quelques qui sont victimes du naufrage de dimanche au large. Il s'agit de cadavres de migrants africains. Ces découvertes macabres viennent s'ajouter à d'autres survenues ces derniers jours sur les côtes italiennes. Au point de départ de cette route pour la mort, Odiéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, ou encore Daloa, au centre du pays. Une de ces villes où reviennent de plus en plus de migrants, partis tenter l'aventure européenne via la Libye. De jeunes rescapés, comme Aboubacar, aujourd'hui de retour à la maison, prêts à témoigner, à raconter ce voyage au bout de l'enfer. Avec un ami, je vendais la moto. Maintenant, j'ai demandé à mes parents de m'envoyer de l'argent, que je voulais faire un truc. Donc maintenant, quand ma mère m'envoyait de l'argent, elle ne savait pas que j'y partais là-bas. On était 3, mon oncle et puis mon ami, et puis moi on est parti. Partir à la recherche d'un Eldorado impossible, sur la route de tous les dangers, vers une destination inconnue. Un trajet géré par des mafias interrégionales, des trafiquants d'êtres humains qui promettent de transporter sans aucune garantie de sécurité des candidats venus de l'intérieur du pays, ou alors au départ d'Abidjan. En se faisant passer pour un migrant, pas très compliqué de tomber sur un réseau de passeurs organisé avec des complices locaux. À l'autre bout du fil, l'organisatrice du trafic basée en Libye. Allô? Allô? Quand tu quittes Abidjan seulement, tu viens directement à Niamey. Donc tu vas prendre le car là-bas. À Niamey? Là, voilà, Niamey. Oui.
Donc, le cas vient directement à Niamey. Le cas vient à Niamey. Ah, ça fait directement Niamey. Ah, d'accord. Oui, direct Niamey. Quand tu seras à Niamey, tu l'appelles ce monsieur-là. Il va aller te chercher à la gare. Lui va t'expliquer. Tu peux quitter là-bas le samedi ou dimanche. C'est à toi de voir maintenant. Donc, quand tu quittes là-bas le samedi, peut-être que tu seras au Niamey le lundi. Ouais, je vais te donner ce numéro-là. Donc, quand tu seras à Niamey, il n'y a aucun problème. Tu ne t'inquiète pas même. À plus de 1600 km, Niamey, capitale du Niger, et première grosse désillusion pour les candidats au départ vers l'Europe. Devant la gare routière, ils sont nombreux à se retrouver piégés, sans argent pour poursuivre leur voyage, dormant dans la rue comme des mendiants. À la tombée du jour, à l'heure où Niamey se vide de ses voitures, des dizaines de migrants en route pour l'Italie squattent les environs de la gare routière comme des fantômes dans la nuit. Parmi eux, de nombreux Ivoiriens coincés ici après plusieurs tentatives ratées pour sortir du Niger. 2 échecs ces dernières semaines pour Diabaté, ex-chauffeur de taxi venu d'Abidjan. Sinon, je suis sorti depuis le 20 avril d'Abidjan. Je suis venu à Niamey. Niamey, ici, j'ai fait 2 semaines. De Niamey, maintenant, j'ai tenté ma chance. Je suis allé jusqu'à Agadez. Agadez, j'ai fait là-bas 1 mois. Agadez, maintenant, j'ai tenté ma chance. J'ai cherché à rentrer maintenant en Libye. Libye, pour rentrer maintenant, c'est le malaise seulement que j'ai eu sur la route. Donc, je n'ai pas pu rentrer. Et je me suis retourné, tenter ma chance maintenant pour rentrer l'Algérie. Pour lui, je vais partir en Europe. Et de l'Algérie encore, on m'a refoulé jusqu'au Niger ici. Donc, j'ai vu beaucoup de choses aussi. Il a vécu 2 fois la traversée du désert. Et s'il est encore vivant, c'est presque par miracle. Il y a la mort. Moi-même, j'étais avec d'autres qui sont restés même dans le désert. J'ai affronté le désert. Il y a eu 4 morts dans mon groupe. Il y a eu 4 morts. Mais on les a jetés tous sur le désert là. Ça, c'est au fossé, il y a toujours mort. Désert, là, il y a toujours mort. J'ai fait 2 jours sans manger, sans boire l'eau. J'ai mangé plus que 40 km. Souvent, on mange 1 fois par jour. Souvent, on ne mange même pas 1 jour. Souvent, même 2 jours. À la porte du désert, Agadez fut longtemps le carrefour de toutes les routes clandestines vers l'Europe. Une ville devenue un cauchemar pour les migrants, tous rackettés dès leur arrivée. Quand c'est arrivé à Agadez, je me suis renseigné là-bas. Ils m'ont dit pour aller en première ville de Libye, que c'est depuis, bon, ils m'ont dit pour aller à Tripoli depuis 250 000 CFA. J'ai discuté, j'ai vu 180 000. Et je suis parti là-bas, j'ai fait 2 jours là-bas. Bon, ils m'ont mis dans un coin désert, quoi. J'ai fait 2 jours. Et le 2e jour, 3e jour, il y a un bâcher qui est venu nous chercher. Quand on est arrivé là-bas maintenant, on nous a braqués, ils ont pris tout avec nous, ils ont des armes pour nous menacer. Si tu te dis de faire quelque chose, tu ne fais pas, on te met une balle au pied et puis si tu n'as pas la chance aussi, tu meurs et puis on te laisse avant, on continue le chemin. Arrivé sur le désert aussi, il y a des corps. On ne sait pas c'est quel commun. On a vu aussi des corps là-bas. Mais c'est les gens qui ont été tués là-bas. On a
a dormi là-bas dans le froid. J'étais mon ami, on est resté là-bas jusqu'à... Après maintenant, nous on a essayé de marcher. Non, on va marcher pour partir là-bas. On a marché. On est parti jusqu'à... On a marché au moins 30 ou 50 km comme ça. Si on arrête une voiture, il gare pas. 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 Bon, on n'avait plus de l'eau. L'eau était finie. Le désert, un cimetière auquel a échappé Aboubacar et ses compagnons de voyage, qui ont dû renoncer à leur aventure. Partir d'Agadez coûte de plus en plus cher, pour un voyage de plus en plus dangereux. Face à une présence militaire renforcée, les chauffeurs de clandestins prennent de plus en plus de risques. Vous avez beaucoup de morts dans le désert parce que les chauffeurs ont peur d'être rencontrés par les forces de défense et de sécurité. Dès qu'ils aperçoivent un véhicule de très loin, ils ont tendance à se délester de leur cargaison en prenant toutes sortes de prétextes, en simulant une panne par exemple, faisant descendre les passagers, et ils s'enfuient en les laissant là. Il est souvent arrivé que nous découvrions des gens à l'article de la mort parce que tout simplement les chauffeurs les ont abandonnés, sachant que devant il y a de fortes chances qu'ils rencontrent des militaires qui leur confisquent les véhicules et qui les mettent en prison. Nous avons arrêté plus de 100 véhicules qui sont dans un processus de leur confiscation en ce moment. Nous avons arrêté plus de 100 passeurs, chauffeurs et autres personnes impliquées dans les réseaux qui entretiennent le trafic clandestin des migrants. Et nous avons ramené plusieurs milliers de personnes de l'Afrique qui ont tenté de traverser frauduleusement notre frontière pour se retrouver en Libye. Des milliers de migrants ramenés de Libye, souvent après être tombés sur des bandes armées dans un pays en pleine guerre. Revenus après avoir échappé à la mort, comme Doumbia. Étant en route dans le désert, il y a des rebelles qui viennent tomber sur nous. Ils prennent tout notre argent et nous font descendre du gros camion, on nous met à terre. Il y a d'autres par contre demandent à chacun de donner une telle somme. Peut-être qu'ils peuvent demander 20 000 par tête. Nous étions au nombre de 120 personnes. On vous met là, on dit chacun donne 20 000. Pour ceux qui n'ont pas 20 000, ils sont tabassés comme des chiens avec des bâtons, même des tuyaux. Allahu Akbar, Azerdan, Allahu Akbar. Et ils ont pris tout notre argent qu'on comptait prendre pour payer le bateau pour la traversée du désert et aller en Europe. Donc de là-bas, j'ai payé tout mon argent, presque 900 et quelques mille, tout est gâté dans ça. Donc c'est comme j'étais en prison, parce qu'on m'a enfermé juste pour prendre tout mon argent. Donc ils ont tout pris, quand ils ont pris aussi, j'ai cherché maintenant à me retourner. Pour t'enfermer là, on te frappe, on te maltraite. On dirait les animaux, c'est comme ça qu'on nous fait. Juste pour avoir ce qui est sur nous. Si tu n'as pas l'argent aussi, si toi, forcer tes parents vont t'envoyer l'argent pour te libérer. Parce que même pour appeler tes parents, même pour leur dire, ah, votre fils est avec nous ici, mais il est en prison, il faut une telle somme pour pouvoir le libérer. Avec tout ça, ils vont essayer de te frapper. Quand tu vas crier au téléphone, même tes parents même vont entendre, ils vont savoir ce qui se passe. Allô?
j'étais en prison, pardonnez. Celui qui veut m'aider n'a qu'à m'aider. Sinon, vraiment, j'étais en prison. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, aidez-moi. Aidez-moi, pardonnez. J'étais en prison, pardonnez, aidez-moi. Celui qui peut m'aider n'a qu'à m'aider. Sinon, il y a un police ici, pardonnez. À vous de Dieu, aidez-moi, pardonnez. Je vous demande pardon, aidez-moi. Regardez. Tout ici là. Pardonnez, je vous demande pardon. Aidez-moi, pardonnez, à cause de Dieu. Sortez-moi d'ici, sinon c'est pas bon. Devant moi aussi, ils ont frappé beaucoup comme ça aussi. Il y en a même que les bras sont cassés. Il y en a aussi même pied est cassé. Il y en a même, ils ont frappé, même, on ne peut même pas le regarder. Je venais de la Libye, je me retournais parce que ça n'allait plus. Et à mon retour, les bandits armés sont tombés sur nous, ils m'ont tiré une balle dans le pied. Après 15 jours arrivés ici, ils m'ont dit que le pays est décomposé, on ne peut plus faire quelque chose pour moi, il faut imputer. Le désert même c'est dangereux. Et la route c'est dangereux. Il n'y a pas de bonnes personnes à Libye. Dans la prison, les gars vous donnent manger une fois par jour. Et puis dans les prisons, il n'y a pas un coin pour se coucher, vous êtes arrêté, tellement vous êtes beaucoup, vous êtes arrêté pour s'accrocher au mur, vous ne pouvez pas vous coucher, vous êtes arrêté. Vous faites la nuit avec ça, la journée, puis chaque matin, on vous frappe. Quand on vient, on passe à côté de vous, quand on passe à côté de vous, on vous tape avec le bâton. Je suis côté avec. On peut vous tuer là-bas et puis il n'y a rien. Parce que Libye, c'est une zone rouge, il n'y a pas de loi là-bas. Je vous oblige à coucher avec eux. Je vous oblige à coucher avec eux. Si tu n'acceptes pas aussi, c'est pour moi, il n'a pas vécu ça, mais il a vu aussi la réalité. Moi, je ne voulais pas accepter comme je frappe aussi. Donc, il essayait de lutter, maintenant, ils m'ont tapé, maintenant. Tout était fini. Il n'y avait plus la foi. Il n'y avait plus la foi. Ce qui est vu. Et puis ce qu'ils m'ont fait, là, il a dit non, là, s'il meurt, c'est ça. Il n'y avait plus peur de mourir. Il y avait une idée en tête. Soit mourir ou soit rentrer. Tu te réveilles dans la maison, tu dors dans la maison, tu te réveilles le matin, tu es dans la maison, tu ne sors pas. Jusqu'à le jour, ils vont venir te chercher. Voilà avec toi. Pour aller te mettre dans le bateau pour traverser l'eau. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Quand mes 5 compagnons sont morts, je me suis découragé. J'ai dit, je ne vais plus. Quand tu es là, on dit, celui-là il est mort, celui-là il est mort. Le bateau a coulé hier, ça a coulé avant-hier nuit, ça a coulé aujourd'hui nuit. Mais les gars, explique pas ça à les gens là-bas. Donc moi, ça va. J'ai eu peur. J'ai dit, je ne peux plus partir. Sur la route aussi, il y a trop de malhonnêtes. Surtout nos frères qui sont là-bas, comme les coxers, ceux qui arrivent à te montrer la route pour t'accompagner, pour te guider jusqu'à la destination. La majorité, c'est les malhonnêtes. Est-ce que tu comprends? Ils prennent ton argent, mais ce que tu veux, ils ne vont jamais faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont toujours te prendre pour aller te mettre dans le problème. C'est-à-dire qu'il peut te prendre même, il va aller t'enfermer dans un coin et pour dire, ah bon, nous on t'a transporté pour venir ici, tu dois payer telle somme. Si tu ne payes pas, c'est comme tu es en prison. Des migrants escroqués ou séquestrés par les coxers, des intermédiaires qui sont les complices des passeurs. En nous faisant passer pour des candidats au départ, nous avons une seconde fois réussi à joindre au téléphone une des organisatrices de ce macabre trafic basé en Libye. Une trafiquante qui réclame une forte somme d'argent à lui remettre bien avant la traversée. Donc, l'argent là, tu m'avais demandé de préparer 1 million. Je fais le voyage avec les 1 million.
Oui, le voyage là, le traversement de l'eau, il y a tout dedans, quoi, tu vois. Quand j'arrive à Tripoli, là, je vais dormir chez qui? Non, chez nous-mêmes. Ah, je vais dormir chez toi, non? Tu vas être dans la même chambre que nous-mêmes. D'accord. Ok. Il ne faut même pas t'inquiéter sur ça. D'accord. Maintenant, quand je vais arriver chez toi, là, il va se passer combien de temps pour que j'aille en Italie, là? Je vais faire combien de temps? Bon, si vous allez venir ensemble, là, peut-être que même dans la semaine, vous allez partir, tu vois. Donc, la semaine, tu veux dire la semaine prochaine, on va partir? Voilà, c'est ça, parce que c'est le convoi, quoi, tu vois. Est-ce qu'on peut traverser pour aller en Italie actuellement? Comment ça? Nous, il y a des gens qui sont quittés chez nous, et ils ont appelé eux-mêmes qui ont rempli. C'est 3 heures de temps seulement. Ah, d'accord, 3 heures de temps, d'accord. 3 heures pour traverser la Méditerranée en plein hiver. Un mensonge, bien évidemment. Parmi les migrants qui ont tenté ce mortel voyage, des dizaines de milliers n'ont pas eu la chance d'en revenir vivants. Et ceux qui ont pu se sauver, comme celui-ci, en gardent un douloureux traumatisme. Il se souvient, dans les moindres détails, du jour de son embarquement. Un vendredi, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, ah maman, il faut prier pour moi. Aujourd'hui on décolle. Dès que j'entre, je vous ferai signe. Six bateaux, je crois. 6 bateaux qui a décollé la même nuit. À 1h, 2h, au fur et à mesure, on progressait. 150 personnes. Ils nous ont donné un téléphone, plus une boussole. En cours de route, on a vu un autre bateau qui venait vers nous. On nous a tiré sur le bateau pour percer. Les gens ont commencé à paniquer partout. Il y a d'autres même qui ont déjà commencé à sauter dans l'eau. Dès qu'ils ont fini de tirer, ils se sont retournés. Pendant ce temps, il y a d'autres qui coulaient, d'autres qui étaient encore un peu s'accrocher. Il a eu la chance de rester accroché. Le bateau s'est renversé au fait. Tout le reste, les gens dans l'eau, ça descend, ça remonte, gonflé. Là, partout. Surtout même l'essence même versée dans la mer. Les gens même ça a eu à les brûler sans même que ça ne soit du feu. Après ils sont venus 2 heures après, tourner, voir s'il y avait des survivants. Mon gars me disait accroche-toi, ne laisse pas, accroche-toi. Ok, je suis accroché. Tu m'as dit que tu fais ça à cause de ton fils. Accroche-toi. Il ne faut pas laisser. Je suis resté accroché à lui. Quand ils sont venus maintenant, ils ont commencé à nous repêcher, les survivants. Et pourtant, c'est les mêmes personnages qui ont tiré. Donc, ils nous ont pris, nous ont envoyés directement dans leur base. De là-bas, nous amener directement dans une prison. How many people? 150. Your position. Please, we beg you, please, your position. Your position. « 5000 morts en Méditerranée pour la seule année 2016.
Une estimation à la louche, sans doute sous-évaluée, loin de la réalité, des vrais chiffres de ce drame. Et pour les 4 premiers mois de 2017, déjà plus d'1 millier de morts. Moi, ma traversée, ça a été difficile. À 3h du matin, nous, on est rentré dans l'eau même pour monter dans le bateau là et puis venir en Italie. Et on a fait 3 jours sur l'eau sans voir les sauveurs italiens. 3 jours sur l'eau, il n'y a pas l'eau à boire, il n'y a rien. Il y a d'autres même, ils arrivent à prendre l'eau de la mer qui est salée pour boire. Et après, quand ils vont arriver ici, il y a d'autres et ils tombent malades. Pour échapper à cette tragédie certaine, il faut avoir la chance de tomber sur les rares bateaux qui assurent le secours en mer. Celui de l'organisation SOS Méditerranée a déjà récupéré plus de 14 000 migrants envoyés à la mort par les passeurs sur des embarcations condamnées à couler. Là, si on n'est pas là pour arrêter ces bateaux avant qu'ils ne coulent, ils n'arrivent pas à destination. J'ai fait un petit calcul simple. Ça fait 8 à 10 personnes au mètre carré. 8 à 10 personnes au mètre carré sur un morceau de plastique qui flotte plus ou moins. C'est de l'ordre de l'inimaginable. L'Italie, l'Europe, la destination tant fantasmée, l'illusion d'une vie facile, faite d'argent et de vacances. Mais ici, sous le soleil des plages, pas l'ombre d'un seul migrant. Non loin, des dizaines de carcasses de bateaux de la mort, comme autant de cercueils pour des milliers de rêves brisés. À quelques kilomètres de là, pour ceux qui ont réussi la traversée au péril de leur vie, commence ici une nouvelle galère, une nouvelle prison. Dans ce centre de rétention où viennent même échouer des mineurs rescapés. Nous, on a des frères qui sont tombés en venant. Oui. Ils n'ont pas eu la chance de venir avec nous. Je pense parfois ça me rend triste quand je pense à ça. Tes parents pensent que tu es venu pour te sauver, pour reconstruire ta vie. Et tu meurs dans cette situation. Nous, on a eu la chance que la Croix-Rouge nous a pris sur l'eau, nous a sauvés. Il y a eu beaucoup de chance pour cela. Mes amis qui sont encore au pays, je ne leur conseille pas de venir quoi. Si les gars peuvent venir par autre moyen, à part ça, je ne leur conseille pas de venir. Si cette voie que moi j'ai empruntée quoi, je ne leur conseille pas du tout. Parce que la voie est très risquante. Ce voyage est très risquant. Tu es entre la vie et la mort. Nous, on ne savait pas ça. On a pris cette route-là, mais on a vu la réalité que tu es entre la vie et la mort. Le seul Dieu peut te sauver quoi. Seul le seul Dieu peut te sauver. Tu mets ta vie en danger, c'est entre la vie et la mort. Parce que moi, on ne m'a pas dit ça, on va devenir ici. Je ne conseille personne de venir ici cette fois.
c'est à refaire. Bon, comme Dieu ne va pas accepter ça, sinon c'est cela dû pour moi. Leur quotidien, tuer le temps. Perdre leur journée à attendre ou à espérer d'éventuels papiers de plus en plus difficiles à obtenir, avec des procédures de plus en plus longues et de plus en plus compliquées. On peut attendre combien de temps comme ça pour avoir ces... Allora, de quanto tempo? Le c'est que vous pouvez rester même presque 2 ans de temps dans un centre d'accueil. Si le juge prend sa décision et c'est négatif, après vous risquez d'être resté ici et peut-être être rapatrié. Vous avez passé 2 ans de votre temps ici en train de traîner et vous n'avez pas eu la protection, vous n'avez pas eu les papiers qui vous attendaient. Vraiment, c'est difficile de rester aussi longtemps dans les centres d'accueil sans rien faire. Parce que souvent, ils passent leur journée carrément sans rien faire. Ils peuvent rester même jusqu'à 2 ans de temps s'ils n'ont pas les moyens pour sortir de ces centres d'accueil et aller ailleurs. Parce que peut-être 1 sur 100 arrive à trouver un travail, peut-être, mais c'est des petits boulots. Et il y a très peu d'histoires qui arrivent à se terminer bien et rapidement. Les migrants de l'Afrique de l'Ouest sont tous considérés comme des migrants économiques. Côte d'Ivoire ou Sénégal, ou même Gambie, même Mali, même Nigeria aussi. Sont considérés comme des pays sûrs, pas un conflit. Ça ramène les juges vers une décision que, en fait, c'est plutôt vers non plutôt qu'un oui. Donc la plupart, ils sont rejetés et ils n'ont pas droit à la protection. Sans protection, sans papier, sans toit, à la rue ou dans les champs, le destin amer de nombre de migrants comme Dosso. Ça fait presque 2 ans, on est là pour attendre les papiers, mais jusqu'à présent, c'est pas, les papiers ne sont pas encore dans les règles. Je ne pensais pas dans la condition où je suis actuellement, qu'un jour il allait faire ce genre d'expérience. Parce que quand on est en Afrique, quand on est en Côte d'Ivoire précisément, on nous raconte trop d'histoires. On nous disait que non, que l'Italie c'est l'Eldorado, quand tu rentres net, tu as du boulot, tu as du papier, mais aujourd'hui, je constate que c'est le contraire. On est là, franchement, on souffre. L'Italie ou la découverte pour beaucoup de migrants d'un pays en crise, avec ses propres chômeurs. La pauvreté, même sous le ciel européen, inimaginable pour Adama avant son départ de Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Italie il y a de cela 1 an, 7 mois et on peut dire 2 semaines parce que j'aime bien compter les dates. Ici, la vie est très difficile. En Afrique, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un blanc pouvait dormir au dehors. Quand je dis un blanc, un Européen même pouvait dormir, pouvait être un SDF, un sans domicile fixe. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait des personnes qui allaient demander à manger dans les Caritas. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait aussi, si je peux dire, la pauvreté ici, franchement, parce que moi je me disais que l'Europe, c'est un monde de riches au fait.
La France refuse les immigrants, l'Allemagne refuse. Ici, ce n'est pas le paradis. Nous avons des frères qui meurent sur l'eau. Nous avons des frères qui meurent en Libye. Nous avons des frères qui meurent au désert. Même en Italie, ici, nous avons des frères qui meurent dans des conditions vraiment pitoyables. C'est vrai, on regrette aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on est... Moi, je suis ivoirien. Quand on est en Côte d'Ivoire, on refuse de voir la réalité des choses. On est venu actuellement, on ne voit rien. C'est ce que je veux dire. Ça est, tout ce qu'on voit, c'est la difficulté, c'est la souffrance. Donc, je peux dire que non, je suis déçu. On a vu trop de choses. J'ai vu beaucoup de choses qu'on ne peut pas raconter. Ne venez pas ici. Si je dis ne venez pas, peut-être vous allez penser que non, voilà, lui, il est déjà là. Je suis en train de vous dire les réalités d'ici. Ici, ce n'est plus comme avant. Et même pour ceux qui sont arrivés il y a déjà plus de 5 ans en Italie comme Osman, le rêve n'est jamais devenu réalité. Il a perdu son accent d'origine, mais se sent toujours aussi étranger. Quand tu quittes un emploi maintenant, c'est ça, ça commence tous les problèmes. Dans les moments là, l'Europe, c'est pas comme avant. Parce que tu sais pas comment tu vas, où tu vas. Tu sais pas comment tu vas gagner des documents, tu sais pas comment tu vas gagner de manger, tu sais pas où tu vas dormir. Si tu restes en Afrique, c'est mieux. Parce qu'en Afrique, n'importe comment tu vas gagner quelque chose, tu peux travailler, tu peux faire un peu de travail. Pour gagner en Europe, sans papier, sans rien, sans comprendre la langue, comment tu vas faire? Il y a les gens qui regardent la télévision et pensent ah, Europe c'est belle, Europe c'est facile, tu gagnes travail, tu gagnes l'argent, tu gagnes tout ça là. Tu arrives en Europe, tu es content, tu fais tout, mais c'est pas comme ça. Pourquoi j'ai venu ici? Pourquoi j'ai laissé mon pays? Pourquoi j'ai venu ici? En Europe, il y a les gens qui meurent ici, il y a les gens qui donnent dans la route, il y a les gens qui n'ont pas même pain pour manger, il y a les gens qui n'ont pas même l'argent pour payer l'eau pour boire. Moi-même, je pensais que quand j'arrive en Europe, je vais gagner tout facilement. Je vais gagner l'argent, je vais gagner le travail, je vais gagner des documents. Mais quand je suis arrivé en Italie, j'ai vu que ce n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes en Europe ici, si elles paient les gens au pays là-bas, ils ne disent pas la vérité. Il y a les gens qui arrivent ici et mettent les jolies photos en Facebook, on met les jolies photos dans la route de l'Europe, ils font les selfies, ils font tout ça là pour mettre sur la social network. Donc les gens voient ça, ils disent wow, celui-là il gagne, celui-là il est bien, l'Europe est jolie, l'Europe est bien. La vérité, c'est pas ça. Peut-être les gars qui amènent les photos là, peut-être ils ne gagnent pas pour manger même. En la réalité, l'Europe est dure. Il y a beaucoup de personnes qui gâtent l'argent pour arriver en Europe ici. Tu lâches ton commerce, tu lâches ton affaire, tu lâches ton travail, tu lâches tout. Si je savais que l'Europe c'était comme ça, je vais rester au pays. Je vais venir ici pour chercher, pour venir ici pour souffrir. Revenir de l'enfer, retourner au pays, retrouver sa terre, revoir les siens. Certains ont emprunté ce chemin du retour, comme Samba. Le courage de rentrer, même pour faire face aux moqueries. En bravant tout sentiment de honte et en osant affronter le regard des autres.
mon retour, arrivé en Côte d'Ivoire, il a fallu d'abord pour moi de me ressaisir d'abord quelques semaines avant de pouvoir sortir. Parce que du coup, c'était devenu comme du traumatisme pour moi. Quelqu'un qui allait des années revenir, réduit. Je ne venais pas dans la grande famille à cause de la honte. La grande famille a su que je suis allé demander un peu de l'argent à mon oncle pour pouvoir aller à l'aventure. Et mon oncle m'a aidé. Avec tout ce que j'ai vécu, je ne pouvais pas lui dire. Comment je vais lui regarder en face? Moi qui étais si déterminé à vouloir partir à l'aventure. Et puis moi qui échoue comme ça au bord de l'âge. Vraiment, c'était pas facile. C'était très difficile. C'était très difficile. Les jeunes, quand ils me voient, souvent c'était mes points du doigt. Ouais. Bon, lui là, il a été de l'autre côté là-bas, il n'a rien fait. C'était difficile pour moi même de vivre au quartier à Abidjan. Je ne pleurais. Donc quand je suis retourné encore, je suis revenu. Mes amis m'insultent partout. Tout le monde me dit, je suis maudit. Il y a les enfants qui s'en vont et ils vont en Italie. Il y a des femmes qui vont. Moi, garçon, je suis parti. Et puis je me suis retourné, il y a eu peur et je suis revenu. J'ai des amis même qui ne parlent pas avec moi à cause de ça. Quand je suis venu, j'ai fait 2 mois dans la maison, je ne sors pas. Avant, je ne prenais pas comprimé tant que je ne suis pas malade. Je ne bois pas, mais aujourd'hui, si je ne prends pas où je te dis en ce moment, si je ne prends pas somnifère, je ne vais pas dormir. Parce que je suis venu, il n'y a rien à côté de moi, il n'y a personne. Je suis là seul, mes amis, tout le monde est en train de dire, je suis maudit. Tout le monde me juge. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens me jugent, hein, parce que je suis parti, je suis revenu. Qu'est-ce que nous, les jeunes, on n'a rien à faire, c'est ça qui fait que ça vient à notre esprit. Si on a quelque chose à faire, ça ne va même pas venir à notre esprit. Mais on n'a rien à faire. Ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Ce que j'ai vécu, c'est terrible. Quand je parle même, vraiment, ça me... J'ai vraiment arrivé. C'est pas la peine. Ce que je peux dire à des jeunes qui veulent partir, ils n'ont qu'à laisser tomber. Parce que là-bas, c'est pas bon. Parce que moi aussi, je voyais sur l'internet, ça m'a plu et puis il n'y a plus la route. Il n'y a plus la route, j'ai allé gâter mon argent. J'ai gâté mon argent complètement. Je n'ai plus rien. Je n'ai rien même, je n'ai plus rien. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. Tout le monde me fuit. Donc vraiment, si les gens veulent partir là, la même chose va les arriver. C'est un voyage sans retour, tu ne peux pas te retourner. Après l'heure du retour, voici venu le temps des regrets. Ce que moi j'ai vu, et puis ce que j'ai vécu là, je n'encourage pas un ami ou un frère, même si c'est pas un frère de Daloa, d'une autre ville aussi, de partir. Ce que moi je dire, c'est ça. Même à mon pire ennemi, je lui dirais non. Il ne faut même pas prendre la route là, plus jamais. Allons là-bas, il y a la réussite là-bas, passons pas ici. Non, mais il y a les vrais faits qui sont devant. La réalité, c'est-à-dire la souffrance, la maltraitance qui est dedans, tout ça. Donc je vais conseiller aux jeunes que l'Eldorado, même ici, même d'abord, même ça se construit à partir d'ici. Renoncer à l'illusion de l'Eldorado en Europe,
et avoir le courage de revenir reconstruire une vie au pays. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix, parfois de manière contrainte, sans plus aucune autre solution. Un vol-retour à la maison pour des centaines de migrants, évacués semaine après semaine, exfiltrés du chaos libyen. Comme s'ils étaient revenus de l'enfer en ayant tout perdu, en ayant tout laissé derrière eux. Jamais, plus d'Ivoiriens en Libye, plus d'Ivoiriens en Libye. Plus jamais. Plus jamais, plus jamais. On ne veut plus Ivoiriens en Libye. Un retour aux ères de nouveaux départs. Nous sommes diplômés, on veut enseigner, on veut travailler. Donc si nous donnons les emplois là, on ne va plus sortir pour aller dans d'autres pays. On est sorti, on n'a rien eu. On est revenu, regardez comment nous sommes habillés. Si nous donnons les trucs, les postes, on va travailler. Il y a les diplômés, il y a les étudiants. On va essayer de travailler ici et on va dire les autres, nos frères ivoiriens, de rester en Ivoire. Voilà, c'est ce qu'on a dit. De retour au pays pour partager leurs expériences, mettre en garde d'éventuels autres candidats au départ lors de campagnes de sensibilisation contre la migration irrégulière. Celle-ci réunit ce soir à Odiéné plus d'1 millier d'habitants. Des jeunes, des familles ou des enfants venus entendre pour la première fois le récit du calvaire de ceux qui ont tenté l'aventure. Nous partons en direction de la mer. Il nous faudra 6 heures pour y arriver. Il est 2 heures du matin, le bateau est à l'eau. Nous sommes 36 à grimper à bord. Personne ne sait vraiment naviguer, mais les passeurs restent à terre. Ils installent juste le moteur et nous poussent vers le large. 300 mètres plus loin, la mer est trop forte. Notre barque est retournée par une vague. Nous revenons tous à la nage vers la plage. Oh! Oh! Ça va? On aurait pu se limiter à des projections de films et puis plier le matériel et s'en aller. Mais permettre de créer cet échange, de leur donner la parole afin d'avoir leur rendu, leurs émotions, leurs sentiments sur ce qu'ils voient et puis aussi sur les motivations éventuelles des potentiels migrants. Pour moi, c'est important. Nous sommes de retour à notre campement dans le désert. Les passeurs nous y abandonnent avec le bateau et le moteur endommagé. Il y a 2 personnes qui sont mortes. Une personne n'est pas une sardine ou bien un quoi pour aller jeter ça dans l'eau. Voyage terrible. C'est un voyage qui fait peur de Julia vie, toute sa vie. Moi, je me suis perdu de mes vêtements, de mes chaussures, de mon ami. Il faut installer une sorte de dialogue qui doit être maintenu, je pense, au niveau des collectivités locales. Il ne s'agit pas pour nous essentiellement de venir d'Abidjan et de parler de migration, mais c'est aussi que la pression soit maintenue au niveau local, au niveau des préfets, au niveau des collectivités territoriales, de sorte à ce qu'il y ait ces échanges permanents qui permettent d'évacuer surtout, souvent un trop plein de frustration ou aussi de partager des émotions avec ces personnes. Pour moi, c'est très important. Mais c'est triste quand on vous parle de ce qui se passe en Libye. En Libye, c'est encore beaucoup plus grave. Les échanges que j'ai eus sur l'ensemble de cette sensibilisation déjà qui ont été menées. On m'a parlé de problèmes d'emploi, on m'a parlé de prolifération des réseaux de passeurs dans la région d'Afrique de l'Ouest, on m'a parlé du mythe de l'Occident, le mythe et l'influence que l'Occident a, on m'a parlé de l'influence négative des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement positif, il y a aussi ce qui est négatif, il y a l'influence négative des réseaux sociaux, et puis il y a cette perception qu'ailleurs, il est plus facile d'accumuler des ressources
que ça ne l'est ici en Côte d'Ivoire. C'est tout illusoire. Encore faut-il comprendre qu'en Europe, le train de vie est beaucoup plus élevé, que les dépenses sont beaucoup plus importantes, que les revenus sont en rapport avec le niveau de vie. Ce sont des calculs qu'il faut pouvoir faire, mais tout le monde n'a pas la possibilité de faire ces calculs. Je suis prêt à toute l'Afrique et Paris, je vais aller à Paris, je vais Paris, Paris, l'Europe, un rêve devenu cauchemar pour des dizaines de milliers d'Africains. L'Afrique,